pas chez les scientifiques, mais en tout cas, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de capacité de reconnaître des capacité olfactive qu'on ne le croyait. C'est même sans doute un des sens les plus importants de l'être humain parce qu'il a deux missions. Vous permettre de survivre en repérant le poison avant de l'avoir dans la bouche, avant le goût, et vous permettre de constituer le couple pour faire des enfants, c'est pour continuer la race humaine, en d'autres termes. Et l'odorat est très simple. Il code automatiquement, on peut pas travailler sur lui directement, il code automatiquement bon ou mauvais. Il est très simple, donc toute société peut décider de rendre quelque chose bon ou mauvais. Par exemple, l'excrément enfantin. Il faut 5 à 8 ans pour que l'enfant cesse de considérer ses excréments comme agréables. Mais on le fait dans nos sociétés. Et vous expliquez très bien qu'on peut, en tant qu'historien, et c'est cela qui est intéressant, trouver dans des documents, comme Arlette Farge trouve des sentiments dans certains documents du XVIIIe siècle, on peut trouver des odeurs dans ces documents. On peut entendre des cris, dit Arlette Farge, on peut entendre les voix dans des documents qui sont pourtant écrits. Eh bien, on peut aussi trouver des odeurs et les comprendre, et comprendre le système de référence de ceux qui ont écrit sur ces odeurs. Absolument. C'est extrêmement clair qu'il est possible de sentir le passé. Simplement, on n'a pas voulu jusqu'à présent. Les sources sont innombrables. Oui, Alain Corbin l'a fait. Alain Corbin l'a fait, mais pour une période immobile ouais. postérieure, c'est-à-dire pour le phénomène floral, le dernier, qui est en train de changer sous nos yeux, parce qu'il se passe des choses à l'extrême début du XXIe siècle. Mais on ne l'a pas systématiquement fait pour les périodes antérieures. Alors que beaucoup de ces choses ont des constantes. Ce que je raconte pour le XVIe ou le XVIIe existe en Grèce ancienne. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes occidentaux, socio-culturels très profonds. Mais qui tiennent aussi à la vision d'une médecine qui a perduré dans son être pendant plusieurs dizaines de siècles. Exactement. Puisque c'était la médecine galénique ou hippocratique qui continuait justement Vous avez parfaitement raison. À la veille de la Révolution française. Justement, il se passe des modifications médicales dans le courant du XVIIIe siècle. Et c'est en même temps que l'odeur est en train de changer de statut. Merci beaucoup Robert Muchaimblé pour être venu au micro de la Fabrique de l'Histoire présenter votre dernier ouvrage, donc La civilisation des odeurs, qui vient tout juste de sortir aux éditions des Belles Lettres. Merci à vous. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. On peut sentir le passé, nous dit Robert Muchaimblé. Est-ce qu'on peut voir les larmes couler? C'est ce que nous allons voir dans un instant. En tout cas, on les a vues couler hier, lors d'une surprise, pourrait-on dire, un discours de départ du préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Henri-Michel Cormet, qui a été démis de ses fonctions après l'histoire de l'assassinat de 2 jeunes filles tuées à Marseille par un ressortissant qui avait vécu, tunisien qui avait vécu longtemps à Lyon. Il a été considéré par le gouvernement comme responsable de ce qui s'était passé, même s'il n'y était a priori pour rien. Et hier, dans son discours, les larmes ont coulé. Ma première pensée va vers les victimes qui ont été sauvagement assassinées à Marseille. Je partage la douleur des parents, des proches, des amis. Je la partage en restant à ma place, dans la sincérité du cœur, dans cette émotion qui normalement, j'en suis désolé, ne s'étale pas au public. Dans l'exercice de la responsabilité que m'a accordé le gouvernement, ma vie préfectorale s'achève sous nos yeux. Un de mes aïeux a été un hussard noir de la République. Moi-même, j'ai été boursier de notre République. C'est donc en conviction et en reconnaissance que j'ai servi.
Il a servi la République, donc c'était le préfet de Auvergne-Rhône-Alpes, Henri-Michel Commet, lors de son départ donc de son poste, après avoir été démis de ses fonctions par le gouvernement. J'ai trouvé que c'était une bonne façon de commencer avec vous, Sarah Rey, votre travail sur les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité, aux éditions Anamosa. Il est assez rare de voir un responsable de l'État pleurer devant des caméras. Et vous nous racontez qu'il n'y avait pas de caméra à Rome, bien évidemment, mais qu'il n'était pas rare de voir un responsable de l'État pleurer, en l'occurrence à Rome. Non, alors merci de votre invitation, mais en effet, beaucoup d'hommes politiques romains, d'orateurs pleuraient, à la fois donc dans les procès et dans certaines assemblées politiques. Et l'art oratoire les incitait à le faire. Il y avait donc toute une place réservée à l'émotion dans les discours, donc dans une place faite au pathos ou à l'adfectus. Donc l'orateur avait toute l'attitude de pleurer devant son auditoire. Il peut pleurer, il peut faire pleurer aussi. Vous dites qu'il y a par exemple chez Cicéron une mécanique des larmes. Oui, on pleure si possible pour justement attendrir par exemple lors d'un procès les juges, pour faire comprendre que la situation de l'accusé qu'on défend est tout à fait terrible. Et ensuite, on pleure aussi pour convaincre, par exemple, une assemblée de soldats de suivre le chef qui prononce le discours jusqu'au bout. C'est par exemple le cas de César qui pleure. Alors c'est curieux, il pleure après avoir passé le Rubicon en 49. Alors, il dit qu'il a pleuré avant, mais en fait il a pleuré après, visiblement. Enfin, en tout cas, je crois que c'est Sphétone qui le raconte. Pour là aussi, en déchirant ses vêtements, pour émouvoir ses soldats vis-à-vis de l'acte qu'il était en train d'accomplir, un acte de transgression, dites-vous, Sarah Rey. Oui, la traversée du Rubicon, c'était absolument illégal. Et César se défend d'avoir fait un discours après cet acte terrible. N'empêche, d'autres sources, notamment en Suétone, disent que c'est du mauvais côté du Rubicon, une fois le mal fait, que les larmes de César ont coulé. Parce que voilà, il s'agissait de convaincre ses soldats d'aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à Rome, c'est-à-dire donc de se mettre extrêmement en danger. Et cette scène du Rubicon, on voit que dans les péplums, elle n'est pas du tout rendue comme les sources antiques la racontent. César n'est pas le moins du monde affecté. Par exemple, dans la série Rome, on voit un César tout à fait sûr de lui, sûr de son geste. En fait, il avançait sur des sables mouvants. Oui, et ce même César avait pleuré bien plus tôt lorsqu'il se trouvait à Gadès, en Espagne. Oui. Il pleurait, c'était au début des années 60, dites-vous, Sarah Rey, dans votre livre sur les larmes de Rome, il pleurait face à la statue d'un grand conquérant, d'Alexandre, et il pleurait sur lui-même d'une certaine façon. C'est-à-dire, il n'était pas à la hauteur d'Alexandre, puisqu'à son âge, il n'était pas parvenu à obtenir une telle conquête que celle d'Alexandre. C'est en effet une belle image qu'on trouve là encore chez Suétone, d'un jeune Jules César, qui a une petite trentaine d'années et qui se dit qu'il n'a absolument rien fait à l'âge où Alexandre avait déjà conquis un vaste empire. Mais ces larmes-là, il faut aussi les comprendre dans la mesure où Pompée, le rival de César, voulait déjà s'assimiler à Alexandre le Grand. Donc il y avait une espèce de rivalité par rapport à ce modèle d'Alexandre. Et on sait que Alexandre lui-même avait pleuré sur l'infinité des mondes à conquérir. Donc finalement, on a des stratifications de larmes, tout le monde se copie et tout le monde essaye de rivaliser en sanglots. Alors il y a aussi, à propos de ce même César, ceux qui lui sont soumis, comme les Éduins et leur chef, Diviciacos, que l'on retrouve d'ailleurs dans le volume de l'histoire dessinée de la France qui vient de sortir, ou qui va sortir bientôt, de Jean-Louis Bruno, ce Diviciacos qui s'effondre en larmes aux pieds de César pour défendre son peuple, les Éduins, alliés de Rome. Et tout compte fait, César attend cela de ceux qui sont sous ses ordres. Il attend des larmes, il attend une émotion sincère. Et quand elles ne viennent pas, ces larmes, il en est fort mécontent. Alors, mécontent, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'Antiquité, quantité d'ambassades s'accompagne de larmes. On attend que les ambassadeurs, les légats de tel ou tel peuple ou de telle ou telle cité pleurent devant
plus puissant qu'eux. Et donc César, pendant sa conquête du territoire gaulois, rencontre beaucoup d'émissaires de peuples gaulois, notamment donc des Éduins. Et les Éduins sont de longue date des partenaires de Rome. Donc là, on sait que